Écoutez, je vous propose qu'on attaque sans plus tarder. Alors, ce que je voulais tout d'abord, c'est vous remercier de votre participation, d'avoir répondu à notre invitation pour ce deuxième débat, parce qu'on avait déjà eu précédemment un débat sur un autre contenu qui était sur les questions alimentaires. Ce soir, c'est sur une autre thématique. On vous propose de débattre et sur la question de l'accès aux soins pour les migrants. Pour ce faire, on s'appuie sur le partenariat qui a été signé entre la Fédération des mutuelles de France, notre mutuelle étant adhérente à cette fédération. Quand je dis adhérente, ce n'est pas qu'une question d'adhésion, c'est d'abord un choix politique. Notre fédération est né du mouvement ouvrier et a toujours eu à cœur, dans sa volonté, de permettre aux personnes d'avoir accès à la santé. Ça a toujours été quelque chose de fort, d'ancré dans nos gènes, je dirais. Alors, sans plus attendre, ce que je vous propose, donc, c'est que Médecins du Monde puisse se présenter l'association, ce sur quoi elle intervient, et puis nous en dire un petit peu plus. Voilà. Donc, je laisse s'exprimer Médecins du Monde. Voilà. Notre but est surtout de ne pas se substituer à l'existant. Et il existe ce qu'on appelle la PASS, alors c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Ces PASS existent depuis 1998 suite à la loi contre l'exclusion. Et dans chaque hôpital, il y a la possibilité d'avoir des consultations médicales gratuites avec possibilité d'accès aux médicaments, aux examens complémentaires pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale. C'est donc nous, dans ce but, qu'on essaye d'inciter au maximum les exilés à être pris en charge au niveau des PASS. À Calais, la PASS est ouverte toute la semaine, du lundi au vendredi et toute la journée. C'est plus compliqué pour Grande-Synthe parce que c'est donc l'hôpital de Dunkerque et qu'il est ouvert que 3 fois par semaine actuellement en raison d'un manque d'effectifs médicaux. Ce qui fait que bon, les besoins persistent et nous essayons d'aller au plus près des gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire qui sont le plus éloignés de l'hôpital. Nous faisons donc des consultations de premier soin, nous les accompagnons à la passe si c'est nécessaire, mais pas seulement. Nous avons aussi une activité de soutien psychosocial. Alors, quand nous avons la possibilité d'avoir une psychologue sur la clinique, celle-ci peut avoir un entretien de première écoute et permet pour les exilés qu'on a repérés en souffrance psychologique d'avoir un entretien plus ou moins prolongé et surtout de les inciter à avoir une prise en charge psychothérapeutique par la psychologue de la PASS. Parce que ce que je vous ai pas dit, à la PASS, dans les PASS, il y a également une consultation de psychologue. Donc voilà au niveau de la psychologue. Il y a aussi la possibilité d'avoir un moment de pause pour les exilés et d'échange par la pratique de dessin, par écoute de la musique, par éventuellement des jeux. Et ceci nous permet d'avoir un temps un peu de facilité d'échange avec les exilés. Enfin, un rôle très important aussi pour nous, c'est l'information pour les besoins fondamentaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas leur possibilité de s'alimenter, l'accès aux douches, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations, que ce soit lors de la clinique mobile, mais aussi lors des maraudes. Et cette information est importante aussi pour repérer, par exemple, les familles, les mettre en relation avec les associations qui pourront les aider, soit pour l'hébergement, soit pour l'accès à avoir des possibilités de tente, etc. Enfin, voilà, donc on a aussi un rôle d'information, médiation. Donc on fait ces 2 cliniques mobiles et aussi, donc je disais, des maraudes à Grande-Synthe le vendredi après-midi et le jeudi pendant la clinique mobile de Calais sur les autres sites de Calais.
Je crois que j'ai à peu près tout dit et Diane me rajoute si j'ai oublié des choses. Non, c'est parfait, Marie, merci. Peut-être pour rendre les choses un peu concrètes, je peux vous donner quelques chiffres. Ça reflète pas la situation totalement, mais donc sur les 5 premiers mois de l'année 2021, on a assuré 589 consultations médicales sur 45 cliniques mobiles. Donc ça veut dire qu'en 135 heures de consultation, on a vu donc plus de 580 personnes. Et sur le seul mois de mai, on a vu 111 patients, ce qui est quand même beaucoup trop. Et en parallèle de ça, on a accompagné plus d'une quarantaine de personnes à la passe. Donc heureusement, voilà, nous, comme le disait Marie, on travaille beaucoup en interassociatif. On ne travaille pas tout seul. D'autres associations voilà, font également des soins ou beaucoup d'accompagnement vers la passe. Donc en fait, il faut imaginer que ces chiffres qui sont déjà complètement démesurés, de se dire qu'on fait tant de consultations dans un camion en France, il faut aussi ajouter l'action des autres associations. Nous, on s'appelle Salam, soutenons, insistons, luttons, agissons pour les migrants. La PSM, c'est la plateforme de soutien aux migrants. L'auberge des migrants, c'est le mot qui a été employé pendant 20 ans pour ces gens qui sont en exil chez nous. Et moi, je me souviens très bien qu'il y a peut-être 3 ans, ça peut être 4, enfin, je ne sais plus, que d'un seul coup, quelqu'un a décidé que les migrants, c'était économique. Et donc, c'était négatif et il fallait plus l'employer. Et moi, je suis pas trop d'accord. Moi, le migrant, c'est celui qui n'est ni immigrant, ni émigrant. Celui qui passe parce qu'il ne sait pas trop où il va finir par se poser. Et je trouve dommage qu'on stigmatise des gens qui sont économiquement, qui ont fui économiquement. Je pense pas qu'il y ait une manière digne de mourir et une manière indigne. Si on meurt de faim, je pense qu'on mérite autant l'attention que si on meurt parce qu'on est victime de discrimination ou si on est dans une guerre. Et je regrette que le mot migrant, moi je l'emploie moins parce que je sais que ça fait tiquer les gens, mais je regrette. Voilà, c'était une remarque de vocabulaire. Donc, je suis président de l'asso Les Indignés. On s'occupe notamment des sans-abri et il arrive qu'on a des exilés. Donc moi, je voudrais juste une précision. Par exemple, on a déjà ramené des migrants à l'hôpital. Ils nous ont été refusés. Est-ce qu'on a un recours juridique? Alors, les exilés peuvent aller à l'hôpital, mais uniquement au niveau des passes, sauf en situation d'urgence. Alors, comment on évalue la situation d'urgence? Donc là, c'est l'infirmière d'accueil des urgences qui va décider d'accepter ou pas le patient et sur des critères qui sont organisés au niveau des services d'urgence. Donc, je pense que c'est difficile de répondre à cette question si on ne connaît pas au cas par cas. Il y a des associations, effectivement, qui nous ont déjà signalé cet événement, enfin, ces refus à l'hôpital de Dunkerque, mais ce que j'ai dit, il faudrait à ce moment-là pouvoir l'enregistrer, faire ce que nous on appelle un CERFA pour avoir une valeur juridique. Parce que sinon, c'est difficile de dire que telle personne a été refusée par on ne sait pas non plus par qui, etc. Donc voilà, toujours difficile sur le plan juridique. Vraiment, il faut un support avec des témoignages. Sinon, on ne peut pas obtenir. Parce que normalement, un hôpital accueille tout patient en situation d'urgence, avec toutes les limites qu'il peut y avoir, bien sûr, dépendant des personnes, de la situation, aussi des sureffectifs de patients dans les services d'urgence. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent entraîner des perturbations de cet accueil. Bonjour à toutes et à tous, donc Carole Moreira, donc présidente de la mutuelle SMH, mais je suis également hospitalière et je suis aussi syndicaliste. Et j'ai été confrontée à une situation où on avait des sans-papiers qui se trouvaient aux urgences, où il y avait le mot d'ordre des directeurs des hôpitaux de ne pas les accueillir. Et donc, je me suis opposée au fait que ces personnes devaient être vues médicalement, sanitairement.
et que on les mette dans une salle à part pour pouvoir voilà, ne pas déranger au moins les urgences parce qu'on avait quand même un groupe. On a appelé des élus aussi à la rescousse pour pouvoir après les reloger sur d'autres sites. Et j'ai un médecin qui a dit à la surveillante, et ça m'a choqué. Enfin, moi, je sais pas comment on peut. Il a dit, bah, écoutez, moi, ces gens-là me gênent, vous pouvez pas les mettre ailleurs. Bah, d'abord, je dis, vous avez fait un serment qui, à un moment donné, je pense qu'il s'est perdu dans les couloirs. Donc, vous allez voir ces personnes-là. Je ne m'opposerai pas à leur sortie médicale, ça c'est clair, mais vous allez les voir médicalement et sanitairement, et après, on s'en occupera. Donc, voilà. Donc, il a fallu qu'on joue des coudes pour pouvoir faire à ce que ces personnes soient vues. On avait des personnes qui n'étaient pas en trop bon état, donc, mais voilà quoi. À un moment donné, c'est toujours sur le fil, toujours dans l'urgence. Bon, nous on a l'habitude aussi au niveau des syndicats, donc on appelle nos élus et puis après on essaye après d'avoir aussi des contacts, les contacts avec les préfets, ces choses-là. Hein, ça c'est les élus qui le font, mais voilà pour dire que ces personnes, voilà. Et je me dis quand même, c'est des situations, c'est insoutenable, voilà, c'est insoutenable. Pour prolonger ce que Carole disait, en plus, nous, on est une association, donc on a soit des exilés, soit des sans-abri, mais ils sont, c'est l'hôpital que Carole a cité. Par exemple, nous, on a été pour quelqu'un qui perdait complètement la tête, hein, c'est-à-dire il ne savait plus l'année où il était, il savait plus le pays où il était, et ils nous disent à nous que, comme on n'est pas médecin, on ne sait pas que c'est de la comédie, on ne sait pas quand c'est grave et quand c'est pas grave. Et donc, quand vous arrivez là-bas vraiment en tant qu'association, et si vous n'avez pas une infirmière ou etc., je peux vous jurer que quasiment à chaque fois, 5 minutes après, il est sorti. Ils ont pris la tension, le cœur et ça ne va pas plus loin. Ici à Valenciennes. Hein. Alors peut-être, je sais que vous êtes médecin du monde, vous avez des médecins et tout. Et je sais que la situation est très compliquée chez vous. Mais ici, enfin, l'hôpital est en tension un peu partout. Hein. Faut pas oublier le travail magnifique qu'ils font. Faut pas remettre ça en cause. Mais quand vous arrivez avec des sans-abri ou des migrants, des exilés, croyez-moi que c'est vraiment extrêmement compliqué. Enfin, pour nous, association, quoi. Si on n'a pas de médecin, c'est extrêmement compliqué. Je peux répondre à cette question. Nous, par exemple, l'association Utopia, qui est là toute la nuit, etc., signale aussi, parce ils n'ont pas non plus soignants dans leurs équipes, la difficulté de faire admettre un exilé aux urgences. Et ça, je peux tout à fait comprendre la difficulté pour les associations. Maintenant, vous savez, puisque vous êtes hospitalier, moi j'ai été hospitalière aussi, que bon, c'est aussi très personne dépendante aussi. Donc, il y a, selon les équipes, plus ou moins bon accueil, mais pas uniquement pour les exilés, pas pour tout malade arrivant aux urgences. C'est vraiment profondément désolant, je suis d'accord avec vous. Alors moi, j'aurais aussi une question un peu plus qui rentre tout à fait là-dessus. Est-ce que vous, médecins du monde, vous pensez qu'il y a une dégradation, une aggravation de l'accueil des migrants? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir accéder aux soins en règle générale ou pas? Déjà, je pense que c'est compliqué de parler d'accueil. Actuellement, au niveau de la stratégie politique de l'État, on est vraiment dans une dynamique de non-accueil et dans une stratégie de lutte contre ce que l'État appelle des points de fixation. Tout à l'heure, je vous parlais du bidonville de Calais, du camp humanitaire de la Linière. Aujourd'hui, ça n'existe plus et depuis les démantèlements ou la destruction du camp de la Linière, l'État fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher de nouveaux campements de se reformer. Et donc ça, plus concrètement, ça passe par des démantèlements plusieurs fois par semaine sur l'ensemble des campements. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui déjà en fait complexifie l'accès aux soins très très clairement, puisque du coup les personnes sont dans une situation d'errance. D'où l'utilisation voilà, du mot exilé également, c'est le fait que les personnes sont dans une dynamique de survie. Nous, on ne parle pas de conditions de vie, on a un peu tendance à parler de conditions de survie, parce que les personnes, en fait, se font expulser par la police, confisquer leurs effets personnels, tentes, sacs de couchage, nourriture, téléphone,
Et donc, nous, on arrive avec notre offre de soins qui est très compliquée à proposer, puisqu'en fait, le besoin de la personne à l'instant T, c'est savoir où elle va manger et où elle va dormir ce soir, c'est-à-dire dans les bois et sans tente, a priori. Donc, on a ce besoin, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en interassociatif, de pouvoir référencer les personnes et répondre à cette question, à ces différentes questions, avant d'arriver à l'accès à la santé. Ensuite, sur l'accès très concret à la santé, Marie vous le disait sur Dunkerque, donc, puisque l'hôpital le plus proche du canton de Grande-Synthe, c'est le centre hospitalier de Dunkerque. La PASS n'est ouverte que 3 après-midi par semaine. Là, sur Grande-Synthe, on estime qu'il y a à peu près 400 personnes, de nouvelles personnes qui arrivent chaque jour. Et on a cette vraie difficulté. L'hôpital est à plus de 7 km. En fait, rien que ça, c'est une barrière dans l'accès aux soins. Au-delà déjà d'avoir l'information, ce qui est un challenge en soi, mais ensuite de réussir à aller jusqu'à l'hôpital. Alors, les personnes sont très autonomes, mais il y a quand même ce côté démantèlement. Le fait de prendre le bus, ça veut aussi dire potentiellement se faire arrêter par la police avec tout le harcèlement policier qui est associé à tout ça. Donc des vrais obstacles en permanence. L'avantage de la PASS, c'est qu'on a accès à des consultations qui sont rapides, qui sont de qualité, puisque les personnes peuvent avoir accès à des soins poussés, des prises de sang, des radios, que sais-je. Mais malgré tout, encore faut-il arriver en fait aux soins. Et ça, c'est notre difficulté. Et en introduction, vous parliez du décret du 30 octobre, de la restriction dans l'accès à l'AME. Alors nous, ça nous touche un peu moins puisqu'on a du mal à faire du suivi et de l'ouverture de droits des personnes, même si normalement ça devrait être fait notamment par l'hôpital, et qu'on a la chance malgré tout d'avoir des consultations au sein du service social de l'hôpital associées à la PASS. Mais en fait, on se rend bien compte qu'il y a une véritable des obstacles qui s'ajoutent en permanence pour l'accès aux droits communs. Et voilà, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Et quand on parle de crise de l'accueil, en fait, la question c'est l'accueil existe-t-il ou a-t-il déjà existé? Et on le voit très bien au niveau politique, le réseau des villes accueillantes. C'est des choses qui se créent mais qui ne se concrétisent pas vraiment. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est l'accueil. Enfin, clairement, alors qu'il y a beaucoup de possibilités et on pourra revenir, en parler longtemps. Mais les obstacles dans l'accès aux soins, ils sont vraiment très nombreux. L'éloignement physique, le manque de créneaux d'ouverture, la méfiance que représente une institution qui s'apparente à l'État, ce sont vraiment des difficultés au-delà de l'accueil. On l'a un peu évoqué, du personnel hospitalier qui est épuisé et il faut réussir à se comprendre, réussir à avoir des interprètes, puisqu'on est face à des personnes qui ne sont pas du tout francophones pour la plupart et peu anglophones. Et en plus, pour une consultation médicale, la base, c'est de bien comprendre ce qu'on nous dit, le traitement, etc. Donc voilà, oui, les obstacles, ils sont nombreux. On va en parler pendant longtemps avec Marie. Bien. On reviendra certainement sur la question de l'accueil. Avant, ce que je propose, c'est qu'on passe à la deuxième association qui va pouvoir permettre de se présenter et de présenter le travail qu'elle fait au quotidien. Voilà. Alors, nous, l'association Salam, on est une petite association locale et fière de l'être, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on n'a aucune prétention d'étendre notre terrain d'action au-delà de la petite bande littorale entre Calais et Dunkerque. On est né de la destruction du camp de Sangatte en 2002. Monsieur Sarkozy a dit on va détruire ce camp qui était tenu par la Croix-Rouge, où il y avait hébergement, repas, douche, toilette, tout ce qu'il fallait. Parce que s'il n'y a plus, c'est un appel d'air, et si on supprime ce camp, il n'y aura plus de migrants à Calais. C'était évident, les gens ils viennent de Kaboul ou de Khartoum parce qu'il y a des douches chaudes à Calais. Alors évidemment, le camp a été détruit, cet énorme hangar dans lequel toutes les installations avaient été construites a été détruit, et les gars ils sont pas partis. Et ils sont restés dans une précarité terrible, ce qui fait que des gens, au départ des Calaisiens, on les a vus et puis on commençait à faire cuire du riz dans leur garage sur un trépied et leur apporter, à réunir des couvertures, des vêtements chauds pour leur apporter. Et c'est comme ça que Salam s'est constitué à partir de gens de bonne volonté qui ont pensé qu'ils seraient plus forts
en association qu'en individus qui joignent leurs forces. Alors, on n'est pratiquement que des bénévoles. De temps en temps, on a quelques heures de salariés, souvent un demi-CUI, CAE quand on a vraiment besoin. Actuellement, on a une apprentie qui fait des études et comme tout bêtement, parce qu'on n'a pas d'argent, l'État donnait 8 000 € par an pour les gens qui prenaient quelqu'un en apprentissage. Donc, on a pris quelqu'un. Parce que ça, c'est une chose importante pour notre façon de travailler. On a eu des subventions dans le passé de la région, de la ville de Calais. Il nous reste la CUD et le CCAS de Grande-Sainte, plus une toute petite de la ville de Lonne-Plage, mais on doit vraiment se contenter de dons. Hein. On vit avec des dons matériels, alimentaires, tentes, bâches, couvertures, vêtements. Mais je vais laisser ma copine expliquer ce qu'on fait quotidiennement. Donc moi c'est Michel. En fait, Salam est très occupé à faire de la préparation de repas et de la distribution sur les camps. Donc à Grande-Sainte, nous faisons ça dans une toute petite cuisine comme chez vous. Et nous arrivons à faire entre 300 voire des fois 500 repas comme l'été 2020. Donc c'est vrai que notre cuisine n'est absolument pas adaptée pour faire une cuisine collective comme celle-là. Donc nous intervenons pour ces repas à Grande-Sainte, nous faisons 4 midis par semaine. À Calais, c'est tous les matins, des bénévoles de Salam assurent le petit déjeuner. Après, nous recevons, c'est vraiment notre principale activité. Hein. Nous allons récupérer les collectes à Emmaüs des invendus d'Auchan le samedi matin, nous récupérons au jardin de Pocagne. Et à Calais, 2 fois par semaine aussi, des invendus d'Emmaüs. Ah oui. Des collectes chez Emmaüs. Nous récupérons des bananes à Donnefresh et aussi des dons, comme elle le disait Claire, de vêtements, de tentes, de couvertures et tout. Et Salam trie tous ces vêtements. Quand nous faisons la préparation et distribution alimentaire, quand nous sommes assez, parce que des fois on n'est même pas assez pour faire la préparation et des fois on a des difficultés pour la distribution, nous allons ranger tous les vêtements. Et nous recevons aussi des tentes, des bâches, des couvertures. Et ça, il y a des besoins immenses puisque ils sont démantelés et les tentes sont lacérées hein, pour empêcher les points de fixation. Donc, ils lacèrent les tentes. Donc, il faut tout le temps, c'est vraiment un gros problème parce que les associations qui distribuent ça sont en très grand manque de tentes. Voilà. Alors, nous, on intervient sur leur santé en quelque sorte parce que on leur donne une alimentation qui est quand même équilibrée. Ils ont toujours une entrée des crudités le plus souvent, un plat chaud. L'hiver, c'est très important parce que des températures comme celle-là, c'est rare qu'ils en ont. Là, ils souffrent de la chaleur. Et ils ont aussi un dessert, enfin un yaourt et puis des fois un dessert. Donc, ils ont un repas quand même très équilibré et qui est adapté donc aux saisons, aux différentes saisons, mais aussi, surtout, adapté aux cultures. Parce que nous, ils veulent manger halal. Il n'est pas question de leur remettre du porc, des choses comme ça. Voilà pour nos principales activités sur le terrain. Et nous faisons aussi des maraudes. Quand on est assez en distribution, on a réussi à lancer qu'il n'y a pas trop d'énervement, qui ne sont pas trop pressés. Dans ce cas-là, on part à 2 en maraude. On a repéré ce qui leur manquait. Actuellement, les femmes ne sortent pas beaucoup des tentes. Elles restent dans leur tente avec les enfants. Et on connaît un petit peu leurs besoins. Donc, et puis du coup, ça permet d'avoir un échange avec elles. Voilà, c'est bien. Et puis on a comme les Vietnamiens qui ne vont pas venir non plus à la distribution. Donc, aller vers eux, avoir aussi plus de temps et pouvoir parler avec eux. Oui, je voudrais savoir si les femmes ne sont pas en danger, celles qui sont dans les camps. Si elles sont pas alors justement, les femmes, je voulais en parler après, il y a un manque de WC.
à Grande-Sainte, elles n'ont pas de WC, il n'y a rien du tout. Donc, en effet, les femmes, du coup, elles vont éviter de boire de l'eau parce que c'est déjà pas notre culture. Et pour aller aux toilettes, bah, elles doivent se cacher et tout. Donc, bien sûr que elles peuvent être en difficulté. Et donc, bah, souvent, elles sont avec leur mari. Il n'y a pas trop de femmes seules. Enfin, moi, j'en ai jamais trop vu. Et ce qu'elles font aussi, bah, elles mettent des couches. Elles mettent des couches, elles nous en réclament. C'est pour justement pas devoir faire uriner dans la nature. Et oui, enfin, il faut vraiment s'imaginer, on s'imagine pas ce que c'est tant qu'on n'a pas été. Voilà, il faut aller voir, et en général, la première nuit, on est mal. C'est surtout la nuit qu'elles sont en danger. Hein. Parce que dans la D'accord. journée, bon, comme disait Michel, elles sortent pas beaucoup et quand elles sortent, elles ont les enfants, le conjoint. Par contre, si elles ont besoin d'uriner la nuit, là, c'est effectivement, elles sont en danger. Hein, on sait qu'il y a quelquefois des viols. D'abord, tout le monde sait bien qu'une femme, dans certaines cultures, si elle sort seule la nuit, c'est qu'elle le cherche. Et ça, c'est terrible d'arriver à supprimer ça. Alors récemment, il y a un couple qui est arrivé et avec des enfants, 2 petits garçons. C'est avant qu'ils changent de camp. Et le monsieur, il était affolé parce que là, il y avait très très peu de femmes. Il dit, vous vous rendez pas compte? Ma femme, elle est là toute seule avec ses hommes. Il était perdu, cet homme. Il dit, il avait trop peur pour sa femme. Bien, bien. Donc, intervention sur cette question des femmes, mais plus généralement sur la question de l'accès aux soins. Alors, des soins, je vais dire, un peu plus féminins, je pense, en gynéco ou tout ça. Est-ce que Médecins du Monde souhaiterait peut-être intervenir sur ces questions-là? Oui, effectivement, l'accès aux soins, voilà, s'il est compliqué de base pour les populations, on va dire, spécifiques, il l'est d'autant plus. Donc voilà, là on parle de femmes, mais c'est aussi le cas pour les mineurs, des choses qui sont quand même assez compliquées. Et au-delà des questions de santé, il y a également les questions d'emprise qui sont extrêmement fortes sur les campements. Voilà, et qui sont très inquiétants. En termes d'accès aux soins spécifiques, les personnes, lorsqu'elles se rendent à la PAS, encore une fois, vous allez dire que je suis obsédée avec la PAS, mais c'est le droit commun, peuvent en fait être réorientées vers des consultations spécialisées, donc avec des gynécos. Voilà, on essaye également d'avoir des liens avec la PMI, mais c'est pas toujours évident. Mais la question du suivi de grossesse, puisque voilà, il y a également des femmes enceintes évidemment, ou pour les demandes de contraception. C'est vrai qu'on est assez en difficulté, puisque jusqu'ici, l'association Gynécologie sans frontières intervenait sur les campements à nos côtés. Mais l'association s'est retirée il y a maintenant 2 ans. Donc, ce qui a laissé un vrai vide en termes d'accès à la santé pour les femmes. Avec toutes les questions que pose voilà, au niveau de nos cliniques mobiles, la confidentialité, puisque les consultations étant réalisées à même le campement, de fait, ça veut dire attendre au milieu de beaucoup de personnes, au milieu d'hommes, et voilà, des situations de malaise qui peuvent exister. Voilà, nous, on est aussi également en lien avec le planning familial, mais qu'il a également restreint ses activités. Voilà, pour l'association Salam, vous nommiez voilà, les problèmes voilà, de financement. Pour le planning familial, c'est clairement des questions de financement qui les ont amenés à se retirer du territoire dans leurs actions d'aller vers. Et ça nous met de fait en difficulté, puisque nous, on est loin de tout faire, on n'a pas la vocation et on ne veut pas non plus tout faire. Mais le travail de référencement auprès des acteurs et actrices compétentes est très important, que ce soit au niveau juridique, on va orienter vers les associations qui sont spécialisées sur le juridique, à titre d'exemple. Et pour les femmes et les familles, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle le Refugee Women Center, qui est présent en Maraude
et qui a du coup un accès facilité et qui s'occupe majoritairement des femmes et des familles. Mais de fait, c'est extrêmement compliqué d'avoir un accueil qualitatif des différents publics. Est-ce que vous travaillez là aussi avec des associations du côté anglais? Alors, il y a, nous, personnellement, Médecins du Monde, on travaille très peu avec, vraiment très concrètement avec des associations qui sont sur le territoire britannique. Néanmoins, quand on parle de nos partenaires, etc., en fait, il y a énormément d'associations britanniques qui sont présentes sur le littoral et qui viennent en soutien des associations françaises ou autres. Des initiatives ont été lancées effectivement pour mieux travailler avec les associations britanniques, mais surtout sur un plan politique en fait, essayer de comprendre voilà, ce qui se trame également, que ce soit avec le Brexit ou avec l'évolution du droit, que ce soit français ou britannique. Et en termes de référencement, c'est assez compliqué effectivement de savoir ce qui se passe de l'autre côté. En tout cas, voilà, on sait que les personnes enfin, que des personnes réussissent à rejoindre le Royaume-Uni, mais autant on a du mal à faire du suivi ici, autant de l'autre côté on a du mal aussi. Et voilà, on est aussi confronté à nos propres ressources. Et donc on ne le fait pas. Je voulais demander, j'ai vu, c'est Utopic 56, si je me trompe pas, viennent de déclarer qu'il y aurait eu 300 morts en 15 ans. Est-ce que c'est dû à une mauvaise prise en charge due aux barrières que vous expliquez sur la santé, ou c'est vraiment les conditions qui font que, parce que 300, ça fait quand même beaucoup. Et à un moment, je sais aussi, alors par contre, ça n'a jamais été confirmé. À un moment, il y avait, je crois que c'est la Croix-Rouge qui avait lancé l'alerte que des jeunes migrants disparaissaient et ils seraient éventuellement partis pour travailler pour des gens pas bien intentionnés. Et après, on n'a plus jamais entendu en fait. Donc, est-ce qu'on a des infos là-dessus? Oui, mais oui, les morts de la frontière, en général, c'est des passages. Hein. On n'a pas de gens qui meurent de faim ou de froid. En général, on arrive quand même à éviter ça. C'est les passages dans les camions, les gens électrocutés dans le tunnel sous la Manche, les noyés. C'est ça, les par balle. Oui, Bah, on a eu une oui, on a eu une petite fille tuée par balle. C'est les passages hein, qui sont vraiment la cause de décès importante. Et pour les jeunes, on n'a jamais très bien su ces mineurs qui avaient disparu. Dans quelle mesure des gars disparaissent? Ils disparaissent tous les jours, je veux dire, ça veut dire qu'on n'a pas de nouvelles. Et à un moment, il y a eu une alerte lancée effectivement sur les gamins, mais c'est des gens qui sont pas, de toute façon, ils arrivent, ils sont pas fichés, ils sont pas enregistrés. Donc, quand ils sont plus là, quand est-ce qu'on peut imaginer, pareil pour les adultes, hein, quand est-ce qu'ils peuvent avoir été victimes d'un coup, quand est-ce qu'ils étaient victimes d'un accident, quand est-ce qu'ils sont simplement partis ailleurs, c'est très très compliqué d'avoir une idée là-dessus. Mais on voit également que l'absence ou le manque de prise en charge ou les prises en charge défaillantes de l'État ont aussi créé des situations extrêmement inquiétantes. Et les personnes qui décèdent à la frontière, elles le sont parce que la frontière est fermée. Et ça, il faut bien en avoir conscience, puisque la frontière britannique se trouve à Calais sur le sol français depuis la signature d'accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous, Français, on empêche les personnes de partir, de rejoindre le Royaume-Uni. Néanmoins, on ne les accueille pas non plus. Ce qui crée cette situation assez ubuesque où les personnes sont prêtes à prendre beaucoup de risques pour rejoindre le Royaume-Uni. Et ça, on a vraiment une grande responsabilité à ce niveau-là, puisque ce n'est pas une question de Brexit, ce n'est pas une question d'accord européen, c'est une question d'un accord bilatéral entre la France et le Royaume-Uni. Je pense que c'est important de le nommer et de l'avoir en tête. Ça a un vrai impact sur la situation et sur pourquoi les personnes en fait prennent des risques que l'on peut percevoir comme inconsidérés, mais qui pour elles sont vus comme la seule solution. Alors, nous, dans l'asso, on fait beaucoup plus de sans-abri que d'exilés. Mais à un moment, on avait des exilés roumains, par exemple. Donc, on a été dormir
avec eux dans le camp. Donc déjà, et là, on s'est vraiment rendu compte dans les conditions impossibles que ces gens-là vivent. Hein. Une dame, par exemple, qui avait 89 ans et qui dormait dans une tente, mais sans matelas. Et en fait, nous, quand on a été là-bas, quand on a passé la nuit là-bas, en fait, on s'est d'autant plus rapprochés. Et en fait, on s'est rendu compte que ces exilés travaillaient dans des magasins. Alors, on n'a jamais eu la marque, hein, sinon on l'aurait fait savoir. Dans des magasins valenciennois pour faire le ménage, par exemple, à 50 centimes de l'heure. C'est-à-dire que dès que les magasins, certains magasins ou usines fermaient, hop, une fois qu'il n'y avait plus personne, ils allaient là-bas faire le ménage pour 50 centimes. Mais on avait aussi, et là c'est sur Denain, une dame SDF, enfin SDF, logement insalubre, mais on la considérait comme sans-abri pour nous. Hein. Et elle, c'est pareil, elle travaillait dans des restaurants pour un paquet de cigarettes. Et si elle avait le malheur de prendre plus de 2 cafés, elle n'avait plus le droit à un paquet de cigarettes. Donc quand j'avais lu l'article, effectivement, moi tout de suite j'ai pensé, je me suis dit, bah voilà, ça va encore être des jeunes qui sont exploités. Merci pour ton malheureux témoignage. D'autres, Carole. On a parlé des femmes, ce qui est aussi anodin aussi, mais les enfants, quand on a des enfants, des jeunes enfants, et je pense que vous avez dû être confrontés, que ce soit Salam ou Médecins du Monde, hein, des jeunes enfants qui se retrouvent sans les parents, parce qu'il y a certes les mineurs, mais il y a des jeunes enfants, il se passe quoi pour eux? Enfin, voilà, c'est compliqué. Ou est-ce que c'est sous la coupe d'organisation interne dans les camps? Enfin, est-ce que vous arrivez quelque part à pouvoir les sortir de là? Enfin, voilà. Oui, effectivement, la situation des enfants est très préoccupante. Les jeunes enfants qui sont avec leurs parents, voilà, réussissent à rester le plus souvent ensemble. Pour les mineurs non accompagnés, donc les enfants isolés, il y a plusieurs associations qui font un travail vraiment remarquable de repérage et de création de liens en fait avec ces enfants pour les amener à avoir confiance en le système français et le système de l'aide sociale à l'enfance et donc de la protection de l'enfance. Puisqu'il y a une vraie carence à ce niveau-là de la part des pouvoirs publics. Donc, c'est une compétence du conseil départemental, hein, l'aide sociale à l'enfance. Et donc, sur le département du Pas-de-Calais, donc là où se trouve Calais, le département a mandaté une association donc, qui est opératrice et qui est censée faire des maraudes d'information et proposer une mise à l'abri de ces enfants. Donc, c'est quelque chose qui a le mérite d'exister puisqu'il y a cette possibilité de mise à l'abri très immédiate, mais un défaut de confiance en fait entre les maraudeurs, maraudeuses de l'association mandatée par l'État et ce qu'ils peuvent représenter et les enfants voilà, qui sont seuls depuis bien trop longtemps, qui ont des parcours de vie qu'on aurait bien du mal à imaginer dans leur intégralité. Et donc, des associations qui se retrouvent en fait à prendre le relais de l'État pour tenter d'établir un lien de confiance et les amener vers le droit commun. Donc, que ce soit le Refugee Youth Service à Calais ou là, sur le Grande-Synthe, il y avait un vrai manque. Encore une fois, les associations se retrouvent confrontées au besoin de pallier l'absence de l'État. Et là, un dispositif se met petit à petit en place par la Croix-Rouge. Mais on se retrouve face à des situations qui sont extrêmement inquiétantes et des enfants qui ne sont pas pris en charge et dont on perd la trace. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique, d'autant plus que pour les enfants qui souhaitent rejoindre un proche au Royaume-Uni, en théorie, il y a des possibilités légales, mais qui sont soit pas effectives, soit mal connues, soit très longues. Et je pense notamment voilà, à l'amendement Dobbs qui permettait en fait à des enfants, donc un amendement britannique qui permettait à des enfants de rejoindre légalement le Royaume-Uni pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance britannique. Donc, ce qui permettait de sortir ces enfants des différents camps, des différents campements ou du bidonville pour les emmener vers une voie légale et de fait sûre, mais également toutes les procédures de regroupement de réunification familiale avec des proches qui seraient déjà sur le territoire britannique. Néanmoins, avec le Brexit, et ça c'était vraiment une crainte, les possibilités de rejoindre par des voies sûres et légales leur famille pour les mineurs non accompagnés se restreignent de plus en plus. Et c'est très complexe puisque comment réussir à capter en fait des enfants
qui sont en errance, qui veulent rejoindre un proche ou rejoindre le Royaume-Uni sans avoir une certaine assurance que ce soit possible. Pour eux, c'est vraiment complexe en termes de prise en charge. Et encore une fois, la question de l'interprétariat qui se pose beaucoup, puisque se retrouver dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance avec que des personnes qui parlent pas la langue, en fait, ça peut pas marcher, tout simplement, pour le dire un peu rapidement. Voilà, ce lien de confiance, ce besoin d'explication et d'une attention particulière de par le parcours migratoire qui a été vécu et la question de l'emprise qui est possible sur les campements, puisque les jeunes voilà, qui vont être au milieu d'un groupe d'adultes, peut-être avec des amis et qui vont pas vouloir être séparés, être mis à l'abri dans un centre spécial tout seul, ou alors des jeunes qui sont avec des personnes qui nous sont présentées comme des amis, mais qui en fait sont des personnes très mal intentionnées. Et voilà, en fait, on fait face à une situation très précaire, et qui dit précarité dit malheureusement, c'est un petit peu ce qui était nommé avant par Johan, je crois, la marchandisation de la misère, en fait. Moi, j'aurais peut-être une question, vous l'avez abordée tout à l'heure par rapport aux accords du Touquet qui refixent la frontière entre la France et l'Angleterre. Est-ce que vous, de par ce que vous voyez sur le terrain, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile maintenant pour les migrants de passer? Maintenant, il y a les scanners, hein, le camion passe dans quelque chose comme quand on met son sac à dos ou son sac à main quand on prend l'avion et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, si un camion est contrôlé, il est impossible que quelqu'un soit caché et ne soit pas vu. La chance des gars, si on peut parler de chance, c'est que tous les camions, c'est long et tous les camions ne peuvent pas être contrôlés. Mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile maintenant. Et c'est pour ça aussi que les passages en bateau sont multipliés. Parce que les bateaux, une fois qu'ils sont partis, d'abord, c'est beaucoup plus difficile de les repérer au démarrage, puisqu'ils ils partent sur toute la côte. Hein. Il y en a qui partent de chez nous, de Brédune jusqu'à Boulogne. Même plus loin. Même plus loin. Donc, ils peuvent partir un peu de n'importe où. Et puis, une fois qu'ils sont partis, alors ils risquent évidemment le risque de noyade, de rencontre avec des paquebots est important. Mais c'est pour eux, puis dans un camion, on monte pas à 25 ou à 30, et sur un Zodiac, ils les empilent. Donc, c'est ce qui explique que les tentatives par bateau soient à ce point nombreuses maintenant. Non, c'est très difficile maintenant de passer. On a des gens qui sont là des mois. Et c'était pas le cas autrefois. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, pas du tout. Bon, je me permets de rebondir. En fait, pour parler de l'aspect santé, c'est vrai que la fermeture de la frontière et les difficultés qui sont liées à la lutte contre les points de fixation par l'État a un impact direct sur les personnes exilées, et notamment en termes de santé mentale, mais également de santé tout court, puisque la dégradation des conditions de survie en fait dégrade leur état de santé. Et on voit vraiment des personnes qui sont très malmenées et qui vivent de grandes difficultés sur le plan santé mentale. Je ne sais pas si Marie, tu veux dire un petit mot? Je vois que non. Oui. Non, moi j'allais dire, j'ai connu sur Calais des exilés qui étaient là depuis 3 à 4 ans. C'est dire que c'est pas toujours évident parce que bon, ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'il faut aussi se dire que pour passer, souvent, ça va mieux si on a un passeur et qu'on a de l'argent pour justement passer. Et ces exilés qui restent 3-4 ans deviennent des gens qui errent, qui n'ont même plus la force physique et mentale de chercher à passer. Donc, justement, ce que disait Diane, c'est que il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré qu'un exilé, quand il arrive dans la nation dite d'accueil, est souvent en meilleure santé que les gens du pays. Et c'est que après quelques temps de non-accueil, justement, avec des conditions d'hébergement épouvantables, que leur santé se dégrade. Bon, on a déjà parlé des problèmes dermatologiques, etc. Mais sur le plan de la santé mentale, il faut se dire que ces gens ont des blessures invisibles et qu'ils sont liés
à leur histoire dans leur pays, à leur parcours migratoire, et que lorsqu'ils arrivent dans le pays soi-disant d'accueil, des études ont été faites qui ont montré que 1 sur 5 souffrent déjà de problèmes de santé mentale, et que la persistance de leur situation de non-accueil aggrave cette situation. Alors, on a des compensations psychiatriques, on a aussi l'arrivée de on a aussi des des conduites addictives, donc, et c'est ce qu'on voit souvent chez ces exilés qui, enfin, moi je parle sur Calais où je l'ai observé, des exilés qui sont là déjà depuis plusieurs années, qui deviennent alcooliques, et du coup, ça rend encore plus difficile leur prise en charge. Je voudrais rajouter, ça va exactement dans le même sens, ça renforce là, ce que vient de dire Marie et ce qu'avait dit Diane avant. Le fait que ces gens soient en situation de grande précarité est renforcé par les expulsions. À Calais, c'est 1 jour sur 2, et à Grande-Synthe, là, on a la 3e depuis une semaine. Et donc ça complique beaucoup leur vie, psychologiquement et matériellement. Parce que quand la police prend les tentes, une fois qu'on n'a plus de tente, on n'a plus d'endroit où on peut stocker 3 couvertures. Au mieux, on en emporte une dans ses bras. On n'a plus d'endroit où on peut stocker des provisions. On n'a plus de vêtements de rechange. Et on avait connu dans les années passées, devant chaque petite tente, il y avait une espèce de petit réchaud qui était fait avec des gens. Et puis, ils se faisaient à manger là-dessus. Et ils avaient un peu de vaisselle, des poêles, des casseroles. On leur fournissait quand ils en manquaient. Actuellement, on voit plus ça. Parce que, quand tout le matériel est ramassé, hein, quand la police arrive pour évacuer, on leur laisse prendre leurs affaires personnelles, disent-ils. Prendre leurs affaires personnelles, ça veut dire prendre ce qu'ils peuvent tenir dans leurs bras et éventuellement dans un sac à dos. Donc, ça limite énormément. Et le reste est ramassé. C'est des objets abandonnés, c'est des déchets. Donc, c'est assez terrible. Parce que si c'est quelques jours, c'est pas trop grave. Hein. Mais quand ça dure, je disais des mois, et puis Marie disait des années, là, il y a de quoi être malade physiquement et malade moralement. Merci. J'ai Marie-Hélène qui avait demandé la parole depuis un petit moment. Donc là, merci. On y a répondu en partie là tout à fait récemment. J'avais eu l'occasion d'aller dans le cadre du Speak Out, donc passer une journée sur le camp de Grande-Synthe, encadré par Médecins du Monde, que je remercierai jamais assez pour cette expérience. Et je voudrais revenir au problème de la temporalité qui a été évoqué, parce qu'effectivement, le jour de cette maraude, je me souviens très bien de cette personne, un jeune Pakistanais, je crois, qui était là depuis 3 ans, et dont le bénévole qui nous accompagnait disait que quand il a connu cette personne, il était tout à fait bien, et qu'il avait depuis, évidemment, à force de rester ici, de ne pas trouver de solution, qui était vraiment en très très grande souffrance psychologique. Alors se pose la question effectivement de la temporalité. Comment vous faites? J'aimerais bien qu'on revienne à ça. Comment vous prenez en charge psychologiquement? J'imagine aussi, on en a un tout petit peu parlé, mais de ceux, on parlait tout à l'heure des blessures invisibles, de tous ceux qui ont souffert, alors là, pendant leur parcours, soit de choses qu'on n'imagine pas non plus. Et puis une dernière question, ça fait peut-être beaucoup, mais toujours par rapport à cette temporalité. Donc, si j'ai bien compris, il y a des pathologies qui sont dues à la dégradation des conditions de survie. Il y a des pathologies qui sont dues aux expulsions. On en a plusieurs hein, sur le camp qui étaient qui couraient, qui se sont blessés pour beaucoup les genoux. Je me souviens très bien, ils avaient tous des douleurs aux genoux pour avoir sauté du camion ou avoir été poursuivis un peu rapidement. Et j'imagine que se rajoutent à tout ça des pathologies qui étaient déjà là ou qu'on découvre malheureusement, qui n'ont rien à voir avec l'exil, mais que l'on découvre, peut-être des cancers, des longues maladies, des choses qui sont peut-être diagnostiquées à un moment ou à un autre de ces passes. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ces exilés? Ça fait un peu beaucoup, il y a 3 questions en une, mais je ne sais pas, merci d'y répondre. Essayer d'y répondre. En fait, oui, tu as posé pas mal de questions. Sur le plan de la santé mentale, c'est assez difficile, et on a été confronté à des décompensations psychiatriques où finalement, on se rend compte que la limite, pour les associations, c'est finalement d'appeler le 15 et de faire une hospitalisation
consultations aux urgences. Enfin, voilà, on est assez limité pour la prise en charge en amont. Alors bien sûr, on souhaiterait justement une meilleure prise en charge et bon, là, on y travaille dans notre plaidoyer justement pour essayer d'améliorer parce qu'il existe des équipes du service de psychiatrie des hôpitaux qui se déplacent au domicile, mais on n'a pas encore réussi à obtenir justement la possibilité d'avoir ces équipes sur le terrain. Donc en fait, bon, la seule possibilité pour nous, c'est d'essayer d'accompagner les exilés en décompensation d'une part en essayant de leur parler régulièrement. Alors bon, c'est surtout les associations qui sont présentes tous les jours, qui ont un meilleur contact avec eux. Enfin voilà, donc c'est bien d'avoir une personne qui a un bon contact avec le patient pour après arriver à l'amener à la passe et par le biais de la passe avoir une consultation de psychiatrie. Mais c'est certain que on est assez peu performant sur ce sujet. Pour tout ce qui est autres pathologies dont tu parlais, c'est-à-dire les cancers, etc., bon, j'avoue que j'en ai encore jamais rencontré. Il faut dire que ce sont des sujets jeunes, qu'on ne fait pas vraiment de dépistage, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'une fois qu'il y a une pathologie sévère, ça on a déjà rencontré, donc ils sont à la passe, ils sont hospitalisés. Après, il y a une prise en charge quand même hospitalière bon, qui est aussi très variable en fonction des services où ils arrivent. Et il y a possibilité après d'être hébergé dans ce qu'on appelle des lits d'halte soins de santé, où ils peuvent être pris en charge pour leur convalescence. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions et j'ai peut-être oublié certaines. On a besoin vraiment qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises, qu'il y ait des finances derrière, parce que ça demande aussi des financements, des positionnements, des financements, et surtout, moi je dirais du courage. Et je suis entièrement d'accord avec Carole sur la proposition d'une démarche commune. Si on peut la travailler, je pense que ça serait déjà un premier point. D'accord. Bien sûr, après, on propose, après on regarde ce qu'on y met dedans, c'est voilà, on n'est pas là pour imposer, mais je pense qu'une démarche, plus elle est portée, après c'est son contenu, mieux elle est. Notre fédération, elle a toujours été ancrée très fortement sur ces questions d'humanité et de solidarité. Et encore plus dans la période qu'on vit, on a vraiment besoin de réaffirmer avec force nos positions là-dessus. Alors quand je dis avec force, je dirais même des fois avec courage, parce qu'il y a des moments, je crois qu'il ne faut pas hésiter à être à contre-courant. On voit bien qu'il y a des choses qui se dessinent, et je pense que là-dessus, il faut qu'on sache assumer qui on est et ce qu'on porte comme valeur. Mais comme moi, c'est ce qui m'a fait militer aux Mutuelles de France. Jean-Paul Benoît, il disait l'autre jour, il faut qu'on travaille à la mise en œuvre d'un droit universel sans condition aucune. Et là-dessus, c'est quelque chose qui doit être porté très très fort. Et il faut qu'on puisse accueillir ceux qui sont contraints de fuir leur pays, même si c'est le temps que d'un passage, on peut leur souhaiter. Après, c'est comment on travaille en Europe et puis au-delà maintenant avec le Brexit. Et puis, nous, Mutuelles, effectivement, Carole le disait, on est engagé, y compris avec nos livres 3. On ne réglera pas tout, on en est conscient. Mais si on peut déjà en régler une partie, eh ben, ça sera déjà une petite partie de réglée. Je me permets de rentrer dans l'échange, Didier, puisqu'effectivement, nous sommes en campagne électorale. Je suis une candidate au département, puisque je fais campagne pour le département. Et à l'occasion des interviews avec La Voix du Nord et l'Indicateur, puisque j'habite à Innsbruck, j'ai effectivement posé ce problème. Ils ont totalement écarté effectivement l'interview sur le sujet. Voilà, donc je peux vous dire que
là où nous sommes, hein, Mutuelle de France, où nous sommes engagés, on n'hésite pas effectivement d'en parler, de faire connaître nos positions et nous avons toujours eu à cœur effectivement de dire que c'est des décisions politiques qui nous conduisent aujourd'hui à de tels drames avec nos migrants parce que je pense qu'effectivement, s'il y avait une décision politique autre, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est clairement établi. Et je peux aussi honnêtement vous dire que j'ai déjà discuté beaucoup avec Delphine Castelli, qui est adjointe au maire de Dunkerque, qui est à la CUD et qui est candidate au régional sur le sujet. Si nous avons la chance effectivement d'être élus, je ne manquerai pas de vous le faire savoir pour qu'on puisse avoir une réunion, hein, voilà, sur ce sujet et qu'on puisse, voilà, être ensemble, faire un rapport de force pour que vous soyez entendus enfin sur les règles de base, hein, sur vos règles de base, effectivement, d'hygiène, de sécurité, de dignité, de valeurs humaines que nous partageons entièrement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas fermer les yeux continuellement. Tout à l'heure, j'entendais Salam qui disait, oui, on se sent coupable, on veut plus voir et on se sent coupable. Oui, parce qu'on se sent coupable de ne pouvoir rien faire de plus aussi. Et je pense que là, il faut que maintenant, on prenne conscience qu'on doit avancer autrement et on doit avancer ensemble. Je pense que séparément, on ne pourra rien faire bouger de plus, mais ensemble, on pourra peut-être faire bouger davantage. Et là-dessus, vous m'aurez effectivement à vos côtés. Et pendant très longtemps, je pense que la mutuelle SMH et la Fédération des mutuelles de France seront à vos côtés aussi pour remplir cette mission qui est la nôtre. Voilà. Bien, mais écoutez, je voulais d'abord vous remercier toutes et toutes d'avoir participé. Diane, Michel, Claire, et puis tous ceux qui sont inscrits pour cet échange, Marie également, oui. Et puis, remercier la mutuelle de son engagement. Je le dis en tant qu'administrateur parce que on a trop souvent tendance à vouloir nous enfermer dans un rôle de gestionnaire et moi qu'on sorte, pour nous ça a toujours été le cas, mais qu'on affirme qu'on est des militants avec un grand M, en tous les cas, moi me convient très très bien dans cette mutuelle et là-dessus, je sais combien Carole est très attachée à ça et je peux que lui dire merci.